Bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. Dans ce chapitre, l'histoire commence dans une ambiance tendue sur l'île d'Egghead. York est aperçu dans un grand laboratoire, discutant avec un agent du CP0. Ce membre du CP0 est un nouveau personnage récemment arrivé sur l'île d'Egghead, envoyé directement par le gouvernement mondial. Au cours de leur conversation, l'agent du CP0 insiste sur le fait que tous les séraphins doivent être prêts prochainement, car ils seront utilisés dans une grande bataille. Il est montré que les séraphimes se trouvent actuellement dans des capsules pour recharger leur énergie, car celle-ci est presque épuisée après le combat précédent. Un séraphime, notamment Séraphime Doflamingo, Séraphime Crocodile et Séraphime Gecko Moria, sont déjà présents sur l'île d'Egghead dans un état gravement endommagé. Cela est dû au fait qu'ils ont été détruits par Mihawk lorsqu'ils ont tenté d'attaquer Cross Guild sur l'île Karaibari. Cette attaque met en évidence la puissance incroyable de Mihawk, même face à la technologie avancée du gouvernement mondial. Le CP0 a ensuite révélé que, dans un avenir proche, de nombreuses forces de la marine arriveront sur l'île d'Egghead. Elles ont été envoyées pour se tenir prêtes, car le gouvernement mondial prévoit de lancer une attaque massive contre l'île d'Elbaf. Arrivée des deux chevaliers saints, à Elbaf, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, n'est que la première étape d'une stratégie plus vaste. Après avoir discuté avec le CP0, York prend un Denden Mushi et contacte l'un des Gorosei. Elle souhaite s'enquérir de la promesse du gouvernement mondial de faire d'elle une Tenryubito. La personne qui répond à l'appel de York est Garling Figarland, une figure importante qui semble désormais être le superviseur direct de York. Garling affirme que l'accord de York avec les autres Gorosei sera sûrement respecté, mais pour l'instant, York doit se concentrer sur la gestion des affaires sur l'île d'Egghead. Garling ajoute également qu'il se rendra bientôt sur l'île d'Egghead pour rencontrer York en personne et discuter davantage de leur plan. La tension monte, indiquant que le gouvernement mondial prépare une action majeure, avec les forces des séraphins qui commencent à se rétablir et l'influence de Garling dans l'ombre. Une menace imminente semble se diriger vers Elbaf, impliquant potentiellement des parties restées jusque-là en dehors du conflit direct. L'histoire se déplace ensuite sur l'île d'Elbaf, plus précisément dans la région la plus haute connue sous le nom de Monde des Cieux. Pour la première fois, le palais principal du royaume d'Elbaf est révélé dans toute sa splendeur. Situé au sommet de cette région, ce palais est entouré d'un paysage majestueux et vaste, témoignant de la puissance et de la grandeur du royaume d'Elbaf. Dans la cour du palais, des guerriers géants s'entraînent avec ardeur. Bien qu'Elbaf ait connu une période de paix ces dernières années, l'entraînement régulier reste une priorité pour eux. Les guerriers ne souhaitent pas perdre leurs conditions physiques ni leurs compétences au combat, convaincus que les menaces peuvent surgir à tout moment sans prévenir. Au milieu de l'entraînement, un nouveau personnage géant est introduit. Il s'agit du chef des armées du royaume d'Elbaf. Une figure imposante au physique robuste et marquée par de nombreuses cicatrices témoignant de son expérience exceptionnelle en combat. Avec une voix puissante, il rappelle aux guerriers que la paix actuelle ne doit pas les rendre complaisants. Selon lui, la vigilance est la clé pour préserver l'honneur et la sécurité d'Elbaf face aux menaces à venir. La scène se déplace ensuite à l'intérieur du palais. Une grande salle avec le trône du roi d'Elbaf est dévoilée, mais ce dernier est vide. Comme expliqué dans le chapitre précédent, la position de roi d'Elbaf est vacante depuis la mort du roi Harald il y a 6 ans. Ce vide a créé des tensions internes à Elbaf, de nombreuses factions manifestant leur intérêt pour s'emparer du trône. Devant le trône du roi, on aperçoit la silhouette d'un mystérieux géant. Son identité n'est pas encore révélée, mais il semble se parler à lui-même, déclarant que le moment approche à grands pas. Sa position debout devant le trône, combinée à ses paroles, laisse entendre que ses intentions sont liées à la prise du pouvoir. Ce géant mystérieux semble être un noble ou une figure importante, souhaitant revendiquer le titre de nouveau roi d'Elbaf. Pendant, le conflit interne d'Elbaf ne semble pas impliquer qu'un seul camp. Ce mystérieux géant n'est que l'un des nombreux personnages susceptibles de viser le trône. Avec une situation politique de plus en plus tendue, les luttes internes et les rivalités pour le pouvoir au sein du royaume d'Elbaf constitueront l'un des principaux éléments de cet arc, ajoutant de la complexité à l'histoire en cours. L'histoire se déplace ensuite vers le village de l'Ouest, dans le monde du Soleil, une région importante d'Elbaf. Là, un ancien géant reçoit des nouvelles de l'arrivée de l'équipage du Chapeau de Paille à Elbaf. L'ancien demande au messager où se trouve actuellement Luffy et son équipage. Le messager répond qu'il rencontre Saul, un personnage déjà introduit auparavant. En entendant cela, l'ancien décide d'aller voir Luffy en personne. Il révèle qu'il a beaucoup de choses à dire à Luffy au sujet du dieu Soleil Nika. Cet ancien semble posséder une connaissance approfondie de la légende de Nika et reconnaît que Luffy est l'utilisateur du pouvoir du dieu Soleil, identifiable par son mode blanc caractéristique. Les informations que cet ancien prévoit de partager devraient s'avérer cruciales, non seulement pour renforcer les capacités de Luffy, mais aussi pour élargir notre compréhension de Nika. Jusqu'à présent, les informations sur Nika restent très limitées,
et les révélations à venir à Elbaf sont donc très attendues. Les nouvelles connaissances sur le dieu soleil Nika pourraient devenir l'un des éléments clés de l'arc d'Elbaf. L'histoire se déplace ensuite vers l'un des ports d'Elbaf, qui est différent de ceux apparus dans les chapitres précédents. Étant donné la taille gigantesque de l'île d'Elbaf, il est compréhensible qu'il y ait plus d'un port sur place. Ce port abrite un bar célèbre pour son ambiance inquiétante. Le bar est géré par des géants à l'apparence menaçante, et à l'intérieur, de nombreux géants sont soit ivres, soit inconscients à cause de l'alcool. Dans cette atmosphère tendue, une bagarre éclate entre un géant et un mystérieux visiteur. Le géant est facilement défait par l'intrus, ce qui pousse ses compagnons à se lever pour l'aider. Cependant, le visiteur mystérieux se contente de sourire, prêt à affronter la foule de géants. Il s'avère que ce visiteur n'est autre qu'Urouge, l'un des supernovas. Urouge, qui n'avait pas encore joué un rôle significatif depuis que Luffy est entré dans le Nouveau Monde, fait enfin son apparition à Elbaf. Ses raisons d'être à Elbaf restent inconnues, qu'il ait un objectif spécifique ou soit simplement en aventure. Toutefois, ce qui est clair, c'est qu'il sera impliqué dans cet arc d'Elbaf. Avec l'apparition du Rouge, cet arc d'Elbaf prend de plus en plus l'apparence d'une grande scène réunissant plusieurs factions, y compris le dernier supernova à ne pas avoir été impliqué dans les conflits précédents. Sa présence ajoute une nouvelle dimension à l'histoire, rendant le conflit à Elbaf encore plus intéressant à suivre. Ensuite, l'histoire se déplace loin sur l'île de Sabaody, dans un bar appartenant à Shaki. Là, Rayleigh reçoit un appel via Den Den Mushi, l'appelant n'est autre que Shanks. Rayleigh est surpris de recevoir cet appel soudain, et il devine immédiatement qu'il doit s'agir de quelque chose de très important. Shanks explique alors qu'il a récemment reçu des informations d'un espion sur l'île de Hashinosu. Selon cet informateur, Kurohige a découvert l'emplacement de 2 armes antiques et prépare désormais une grande action. L'équipage de Kurohige prévoit de diviser son équipe en 2 groupes. L'un se dirigera vers l'île des Hommes-Poissons pour protéger Poséidon, et l'autre ira vers Wano Kuni pour protéger Pluton. Shanks demande à Rayleigh de se rendre sur l'île des Hommes-Poissons pour protéger Poséidon. Étant donné que Sabaody est proche de l'île des Hommes-Poissons, Rayleigh pourrait y arriver rapidement. Pendant ce temps, Shanks et son équipage, les pirates aux cheveux rouges, se dirigeront vers Wano Kuni pour protéger Pluton. Lors de cette conversation, Shanks révèle également que quelques jours auparavant, il s'était rendu sur l'île d'Elbaf. Là-bas, Shanks a rencontré quelqu'un de totalement inattendu. Rayleigh comprend immédiatement de qui il s'agit et répond qu'il savait déjà que cette personne se trouvait à Elbaf, car ils avaient déjà communiqué plusieurs fois via Den Den Mushi. L'histoire revient ensuite à Elbaf, montrant l'endroit où le groupe des pirates géants s'est rassemblé. Cet endroit a été dévasté par l'attaque de 2 chevaliers sacrés qui ont été présentés précédemment. Les géants qui s'y trouvaient sont tombés, et seuls Dory et Brogy restent debout, bien qu'ils soient au bord de la défaite. Dory et Brogy sont connus pour leur grande force, mais ils sont dépassés par les jumeaux de Shanks et leurs compagnes, 2 chevaliers sacrés aux capacités exceptionnelles. Leur grande vitesse est l'un de leurs avantages, ce qui représente une faiblesse naturelle pour les géants d'Elbaf en raison de leur taille imposante. Alors que les jumeaux de Shanks s'apprêtent à lancer une attaque décisive pour vaincre Dory et Brogy, un homme apparaît soudainement pour repousser l'attaque. Il s'agit de Skopper Gaban, comme l'avaient mentionné Shanks et Rayleigh via Den Den Mushi. L'apparition de Gaban surprend les jumeaux de Shanks. Gaban déclare alors que ces chevaliers sacrés ressemblent beaucoup à 2 personnes qu'il connaissait dans le passé, à savoir Shanks et Garling Figarland lorsqu'ils étaient jeunes. Cela a du sens si l'on se souvient du flashback de l'incident de God Valley, où Garling jeune avait en effet un visage similaire à celui de Shanks et de son frère jumeau, à la seule différence de leur coiffure. Le sosie de Shanks semblait contrarié que Gaban osait l'arrêter. Il était également surpris que son attaque à grande vitesse ait pu être facilement parée. Ici, il est révélé que Skopper Gaban, bien qu'il soit âgé comme Rayleigh, s'entraîne encore régulièrement sur l'île d'Elbaf. C'est pourquoi ses compétences en combat restent de haut niveau. Gaban a dit tranquillement qu'il se sentait chanceux d'avoir retardé sa retraite et de continuer à s'entraîner. Sinon, il n'aurait peut-être pas été capable de bloquer l'attaque du chevalier sacré. Quelques instants plus tard, le sosie de Shanks, en colère, a utilisé son Haoshoku Haki. Contre toute attente, Skopper Gaban a également libéré son Haoshoku Haki, montrant ainsi que Gaban était au même niveau que ses camarades des pirates de Roger. Cela révèle que le trio principal des pirates de Roger, Rayleigh et Gaban, possèdent tous la capacité d'utiliser le Haoshoku Haki. Voilà quelques théories intéressantes qui pourraient se produire dans le chapitre 1135 de One Piece. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.